16h30, il est l'heure de la conférence de clôture. C'est passé à une vitesse subsonique. Non, suprasonique. Incroyable. Pardon? Protéine sonique. Merci Emmanuel Vasnex. Eh bien, tiens, puisque vous prenez la parole, soyez gentil de venir me rejoindre. À vos côtés également, Philippe Noyau va venir nous rejoindre, président et vice-président de l'Open Agri-Food. Merci de faire la clap pour eux. Président, vice-président. Et puisqu'ils sont tous là, allez, Olivier Chaput, les enfants cuisine, Nicolas Rota, chef cuisinier, Eurotoc, Pascal Hu, maître restaurateur, artisan traiteur, Yann Broca, cultivateur, joli métier, Eurotoc, c'est ce que j'ai dit? Pardon? Vous êtes maître restaurateur et Eurotoc. Et on est d'accord. Ça y est, je me fais retoquer justement par une toc. Et Richard Ramos, où il est? Ah, il est là. Je me doutais qu'il ne se serait pas laissé tout seul. Voilà, applaudissez notre très joli plateau. Merci. Alors Richard Ramos, j'ai pas présenté, je refais un petit tour rapide. Richard Ramos, député du Loiret. Quelle circonscription? 6e circonscription. Vous avez même un doute. Waouh! Député de la Nation, c'est vrai. Merci. Alors, très engagé dans la question de la nutrition des Français. On vous a vu faire un coup d'éclat il y a combien? 2-3 ans à l'Assemblée nationale avec le camembert. Et puis, je vous ai revu il y a 1 an et demi, place du Mar 3 ou de la mairie, avec toute une flopée de copains boulangers pour faire valoir la valeur de la baguette française. Donc vous êtes un vrai défenseur de la bonne bouffe. On vous voit de temps en temps aussi, je vous ai vu sur la chaîne parlementaire dans une émission de cuisine. Vous parliez de la cuisine de votre enfance. Bref, bon vivant, bravo. Yann Brocas, j'ai dit cultivateur, lentilles. C'est ça, la lentille, c'est votre métier. Prenez le micro, 3 secondes. Où êtes-vous? Donc cultivateur en Charente-Maritime, au sud de La Rochelle, 40 km au sud. D'accord. Combien d'hectares de lentilles? À peu près une dizaine, ça dépend les années. Mais, ça commence à faire du volume. Ça. Et vous ne faites que de la lentille ou c'est votre spécialité? Vous avez d'autres cultures à côté? J'ai d'autres cultures à côté, on va dire tournesol, colza, maïs, blé dur, blé tendre. D'accord, donc de la protéine végétale, en veux-tu, en voilà. Il y a ce qu'il faut. Pascal Hu, j'ai dit tout à l'heure, maître restaurateur, il m'a repris, artisan traiteur également, et puis chef à l'escale de Lupin. Prenez. Et Eurotoc, alors ça effectivement, il y tient. Important. Vous savez, le bon et beau produit sain, c'est important pour nous chez Eurotoc. Et bon, après, on est sur des valeurs ajoutées, transformer le produit, rencontrer des personnes comme Yann, et puis de transformer ces produits avec bonheur, c'est top, quoi. Je comprends. Nicolas Rotin, cuisinier, vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Membre de Eurotoc aussi? Également membre d'Eurotoc et formateur en cuisine à la maison familiale et rurale du Pithiviers où j'ai des CAP première, 2e année. Vous êtes à Accou? Accou, tout à fait. Pour les Loiretains, ça nous parle? Un peu au nord? Absolument. Parfait. C'est sympa de donner la chance à des jeunes d'apprendre. Et j'imagine qu'avec la passion que je vous ai vu donner tout à l'heure là-bas au fond, on va reparler de ces ateliers. Olivier Chaput, association Les Enfants Cuisine. D'où vous est venue cette idée? Je sais que très petit vous vouliez cuisiner, mais de là à donner l'envie aux autres, après aux plus petits? Soit pour le partage un peu. Ouais, partager. Donc du coup, comment ça m'est venu l'idée? En fait, tout simplement, j'ai eu un premier restaurant dans le Poitou-Charentes et j'avais pas de menu enfant. Et quand je me suis aperçu qu'il y avait à peu près dans mon resto un enfant sur 3 qui était incapable de reconnaître ce qu'il y avait dans son assiette, je me suis dit là, il y a quand même quelque chose à faire. Et du coup, l'idée est partie de là. Et il y a 11 ans, j'ai créé une asso qui s'appelle Les Enfants Cuisine, qui a pour but de remettre l'éducation alimentaire dans les écoles. Donc il y a déjà 11 ans. Il y a 11 ans, j'étais un fou. Maintenant, je suis très content de voir qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent. Parfait. Bon, en tout cas, merci de le faire. Est-ce que je me trompe si je dis que... est-ce qu'on dit n'importe quoi sur Internet que vous êtes champion du monde de la poule au pot?
C'est vrai. Oui, c'est ça. Je suis champion du monde de la poule au pot. Ouais. Et pas que, de la pipérade également. Et la pipérade bernaise, ouais. Mais Mesdames ça, et messieurs, un double champion du monde, s'il vous plaît. Applaudissements. Bravo. Philippe Noyau, Emmanuel Vasnex, vous œuvrez l'un et l'autre comme respectivement vice-président et président de l'Open Agri-Food depuis combien d'années? On est à quelle édition d'ailleurs, Emmanuel? 9e édition. On fera nos 10 ans l'année prochaine, donc ce sera une grande manifestation. Ça va être une grande manifestation. Je disais tout à l'heure que les formules ont évolué au fil des 10 ans. La vocation reste la même, mais les formules évoluent parce que les sujets sont multiples. On le voit cette année, c'est les protéines végétales. Comment est-ce que vous faites vos choix pour savoir où on veut aller chaque année? Qu'est-ce qui vous guide? Pourquoi on est parti de là? Florence nous a proposé, je lui ai parlé beaucoup de fois de l'Ego et de l'organisation que tu es montée, et dit pourquoi pas organiser cette journée sur une thématique précise. Au lieu de partir un peu, c'était sur beaucoup de thématiques, là on s'est concentré sur une seule thématique qui sont les légumineuses à graines. Et donc ça a matché, vous étiez tous là, on est un petit peu moins, c'est normal, à leur tourne. Donc, oui, bien sûr. Et ça a matché avec en fait une organisation de beaucoup d'acteurs. Et en fait, il y avait tous les acteurs étaient présents. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à nous tous d'œuvrer pour que ça matche. Emmanuel, une formule qui, elle aussi, a évolué. L'année dernière, on était au nord d'Orléans, au chapiteau. Bon, c'était un cas un peu particulier. Et puis, cette année, c'est une journée hyper centrée, avec plein d'ateliers, des ateliers qui n'ont pas arrêté, qui n'ont pas des amplis. Ça a bien fonctionné, là aussi. Oui, je pense que c'est, on tire profit aussi effectivement de ce qui se passe au fur et à mesure des ans. Hein. Là, même si la base reste la même, c'est que la base, c'est effectivement sous un même toit de faire se rencontrer les différentes parties prenantes. Et je pense qu'avec ce qu'on voit là, la boucle est bouclée. Hein. Au travers de ça, c'est effectivement l'utilisation des aliments qu'on peut proposer avec toutes ces caractéristiques, ces difficultés, au travers de ce qui peut se passer. Effectivement, on tire profit. Alors c'est vrai que on est sorti quand même de 2 années de Covid qui ont été assez intenses. On pensait en être sorti, ça reste très très compliqué. Et donc on essaye effectivement de privilégier l'efficacité. Il faut envoyer le maximum d'informations, de donner envie, effectivement de rétrospective par rapport à ce qui a pu se passer. Et puis ensuite d'essayer de s'inscrire. Donc c'est vrai que la formule qu'on a fait cette année nous paraît être une formule assez efficace. On verra après avec les retours, est-ce qu'elle sera suffisante ou pas, et si les thématiques effectivement abordées sont des thématiques qui intéressent. Ce que j'ai pu ressentir au travers des échanges que j'ai pu avoir, c'est qu'effectivement les thématiques intéressent, elles peuvent être polémiques parce qu'effectivement il y avait ce danger entre le monde animal et le monde végétal. Il faut faire attention à rien opposer. On est dans un pays très conservateur aussi, et je pense que nous on tient beaucoup à ça, c'est de ne pas imposer finalement une position, mais de proposer des positions et des situations, et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser de façon effectivement à apporter aux consommateurs le maximum de choix et de liberté de choix. Je pense que c'est ça qui est tout à fait important. Toujours donc se poser des questions. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans les allées. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Venez, on est entre nous. Prenez place, restez pas debout dans les couloirs, ce serait dommage. Yann Broquin, la journée axée sur les protéines végétales. La lentille, évidemment, au milieu du process. Est-ce que vous avez vu évoluer les choses dans votre façon de cultiver, dans la quantité demandée? On parlait ce matin des marchés qui devaient fonctionner. Ce n'est pas le tout de faire de la lentille si en face personne n'en veut, si l'éducation des enfants au plus jeune âge n'est pas faite pour qu'on mange des lentilles, si dans les cantines on ne mange pas de lentilles, etc. Il fallait que ça matche. Est-ce que vous, cultivateur, vous êtes vraiment à l'origine de ça? Est-ce que vous voyez des choses, vous avez vu les choses évoluer? Et comment? Oui, j'ai vu les choses évoluer depuis 3 ans. Sur 2 années, c'est parti tout doucement. 3e année, je suis plus maître de ma production. Ah oui. Niveau scolaire, collectivité, je travaille avec les cantines. Et le retour est très positif. Ça fonctionne bien, donc. Ça fonctionne bien. Ça veut dire que l'année prochaine, vous allez en planter plus? Oui. Bonne question, vous avez remarqué. Bonne réponse. Voilà, ça c'est clair. Tout en sachant que je travaille en circuit court. Circuit court. Donc ça veut dire que circuit court, c'est quoi pour vous? C'est 200 km, 100 km? Non, c'est 50 km. 50 km. Et là, vous arrivez finalement à tout vendre. Et pour le moment, oui.
C'est parfait. Voilà, ça c'est un bel exemple, ça fonctionne et les gens en veulent, donc tout est bien. Éducation, je me tourne vers Olivier Chaput. Éducation des enfants. On a parlé ce matin avec Elior, la représentante d'Elior était là, de l'importance d'apprendre aux enfants très tôt ce que sont les différents produits dont on dispose. Alors elle nous disait, oui, on vient, nous, les cantines, en complément aussi de ce qui se fait à la maison, parce que la première éducation, elle est aussi à la maison. Est-ce qu'il vous semble, vous, avec votre œil et de restaurateur et d'éducateur, que les choses bougent un peu aussi chez les enfants, on leur apprend plus de choses, on leur montre plus de choses, c'est mieux ou c'est difficile? Non, je pense qu'en fait, il y a une véritable prise de conscience, en tous les cas, sur les produits. Les enfants sont très demandeurs. En fait, en tant qu'adulte, on a tendance à rejeter un petit peu nos problèmes, en tous les cas, ce qu'on ne mange pas à la maison, bien évidemment, on ne va pas le faire manger à notre enfant. Donc on aurait tendance un petit peu à dire tout de suite, la cantine, c'est comme si, les lentilles, c'est pas bon, les épinards, c'est comme ça, moi, j'en fais pas, les brocolis, ça sent pas bon quand on les fait cuire, enfin bref. Donc du coup, l'enfant, lui, s'il a ce discours-là à la maison, automatiquement, il ne va pas vouloir y aller. Alors qu'un enfant, dès l'âge de 7 mois, c'est là où on fait la diversification alimentaire, il faut donner un maximum de choses pour qu'il ait une éducation au niveau de son palais. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, quand il est apte à manipuler, donc nous, on agit dès l'âge de 2 ans, dès la crèche, on va avoir tendance à les faire manipuler un maximum de produits. Un enfant, plus il manipule, plus on lui explique, plus on lui montre, plus il va avoir envie d'y aller, et plus, en fait, au final, ça va être bon, en fait. Et dans les cantines, ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on commence à venir montrer à l'enfant le produit brut avant qu'il le mange. Exemple, ce midi, on a eu une soupe de butternut ou de potimarron. Et bien, en fait, c'est vrai que si on vient montrer à l'enfant ce qu'est un potimarron, déjà, il aura déjà une idée de ce que c'est, en fait. Donc, si on lui montre jamais, c'est sûr qu'il va manger un truc liquide, orange, mais c'est tout, en fait. Donc, je pense que l'éducation passe par là. Par montrer, bien sûr, les saisons, le local, comme fait Yann, c'est très, très important. Et puis, je suis très heureux de voir que on commence à comprendre qu'avec une certaine forme de collégiale de compétences de chacun, sans dire moi je vais pas dans les cantines, moi je fais pas ci, moi je fais pas là, de dire voilà, il y a les cantines qui est un vrai secteur. Pour moi c'est hyper important, c'est l'un des premiers repas équilibrés pour certaines familles, il faut quand même le savoir. Donc il faut jamais négliger la cantine. Je pense qu'il y a des efforts à faire partout, mais je pense qu'on est d'accord, dans l'industrie, ça commence un peu à venir. C'est important en tous les cas de reconnaître tout ça, qu'on a peut-être été trop loin et que maintenant il faut peut-être essayer d'aller vers du bon et moins vers de la quantité, mais plus vers de la qualité. Et donc l'enfant, tout ça, il est capable de le comprendre. Moi, j'ai plein de personnes qui me contactent, qui me disent Olivier, mais je ne sais pas comment faire manger des choux. Là, on est à l'époque des choux. À mes enfants, achète un petit peu, fais goûter un petit peu chaque jour, et puis voilà, c'est pas parce que t'aimes pas que ton enfant n'aimera pas. Moi, exemple, j'ai gardé un très mauvais souvenir de la blanquette de veau à la cantine. Il a fallu que j'en fasse dans mon propre restaurant 20 ans après, grâce à mon second de cuisine d'ailleurs, qui m'a fait une blanquette, qui m'a dit mais non, mais... Et en fait, j'y suis revenu, mais c'est juste qu'il y a des fois, il y a des mauvais souvenirs et tout ça, et je pense qu'on nous met ça aussi un petit peu dans la tête en tant qu'enfant. Un enfant, il est curieux, donc plus on va favoriser sa curiosité, mieux c'est en fait. Alors quelqu'un disait ce matin dans les tables rondes, c'est pas le tout de pousser les gens à adopter des nouveaux produits, parlant des protéines végétales, du steak végétal, du fromage végétal. Encore faut-il que ce soit bon. Et là, je me tourne vers vous qui avez animé des ateliers tout à l'heure, Nicolas, Pascal. Comment ça s'est passé ces ateliers? Comment est-ce que vous sentez les gens? Ils sont réceptifs de ça? Alors, la majorité des personnes que nous avons eues sur les ateliers étaient jeunes. Jaloux de vous, oui, forcément. Merci. Jeunes dans le sens où voilà, je m'attendais à voir peut-être des personnes un petit peu plus, je dirais, aguerries. Vers la trentaine. Et là, on était pratiquement sur des personnes de une vingtaine d'années, quoi. Ah oui. Et on se rend compte qu'effectivement, ce sont peut-être pas forcément des produits qu'ils ont l'habitude de cuisiner ou de manger. Mais quand on leur fait goûter et qu'on leur explique la simplicité avec laquelle on peut les travailler, ils adhèrent. Il faut aujourd'hui, j'imagine, que ce soit simple. Quand on voit, quand on feuillette, j'en ai quelques-uns à la maison, je ne sais pas très bien d'où ils viennent, des magazines de cuisine où on vous explique comment cuisiner mieux, plus light, moins de sucre, en détox un peu, etc.
on a l'impression que toutes ces recettes, il faut qu'elles soient faisables rapidement pour répondre à un rythme de vie, à une façon qu'on a de vivre qui laisse peu de temps finalement à la cuisine et donc en même temps peu de temps à la découverte de nouveaux produits. Après, je pense qu'avec Yann, je pense que la rencontre a été top. C'est de rencontrer la personne qui va former, qui va transformer le produit et qui va venir on va dire chez nous. Et là, après, c'est à nous de valoriser le produit et de dire le produit, à un moment donné, il a tellement fait son travail, lui, il faut lui redonner une lettre de noblesse. Et là, je vais vous donner un exemple. Là, je travaille en ce moment sur la lentille. Moi, je la dégaze, la lentille. Ça veut dire que je vais chercher cette protéine, mais je vais pas chercher cette cuisson sur cuisson. C'est-à-dire que je vais chercher cette protéine végétale à maximum 85 degrés. Je n'explose pas. La cellulose, je vais la voir et je ne vais pas la détruire. C'est-à-dire que je vais lui apporter plus dans cette cuisson et je ne vais pas la dénaturer. Et là, la problématique des livres, c'est qu'on dit on va en ébullition, on va en cuisson, on met du temps, mais on ne va pas comprendre le produit. Et en discutant avec Yann, on va comprendre le produit comme lui, il l'a conçu. Et on transforme tout doucement les produits autrement. Et on va dire les basses températures sur la protéine végétale, si on arrive, moi je la dégaze, je forme les gens maintenant sur la basse température, on arrive à des concentrations et avoir beaucoup plus de protéines à la sortie. C'est-à-dire qu'on ne déstructure pas après derrière. À vous entendre, et la terminologie que vous utilisez, c'est plus que de la cuisine. Il faut connaître les produits, Exactement. presque en connaître la chimie, la mécanique. Qui est chez Rotoc, quel produit ça, comprendre le produit, saisonnalité. On va vraiment comprendre vraiment ce qu'on a transformé devant nous. Il ne faut pas prendre un produit, dites une carotte, elle est bio, elle n'est pas bio. Si elle est bio, on ne va pas l'éplucher, on va juste la frotter, on va l'aseptiser, on va dire, mais on va la cuire à 85 degrés, tout doucement. Elle va garder cette belle couleur de cette carotte et elle a du goût. On ne va pas lui apporter un autre goût qu'il y a dans ce... Moi, je travaille sur aussi de l'eau pure et je ne vais pas apporter d'autres choses dans l'eau. C'est-à-dire que je cuis avec le produit qu'on m'a donné, sans déstructurer les produits. Ça, Nicolas, la cuisine, elle devient plus compliquée qu'avant, où on ne se posait pas de questions. J'ai l'impression que la cuisine, c'est quelque chose de... On voit toutes les émissions de cuisine qui ont le vent en poupe, qui fonctionnent bien. Les pâtissiers, ça vous fait rire. Bon, pourquoi ça vous fait rire quand je parle des émissions de cuisine? On apprend aux gens un peu finalement, non? En fait, c'est drôle parce que dans les émissions de cuisine, alors c'est très intéressant sur un point. C'est vrai que ça a redonné un petit peu le vent en poupe dans nos métiers. Ça remplit les écoles hôtelières. Maintenant, après, il faut tenir parce que ça reste quand même une passion. Ça reste quand même, comme disait Pascal, il faut comprendre le produit. Il y a quand même beaucoup de recherche. C'est loin d'être une voie de garage. Il faut vraiment... et c'est vrai que souvent, dans ces émissions, moi j'en ai fait partie, j'ai fait 2 ans sur Gulli et les maternelles aussi sur France 5. Donc c'est vrai que dans ces émissions, on aurait tendance à aborder le sujet de façon très facile. On fait des assiettes hyper waouh, hyper photo, hyper géniales, mais au final... c'est pas ça la cuisine. La cuisine, ça demande du temps, c'est énormément de choses. Mais on le voit d'ailleurs. Les jeunes chefs, ils sont toujours à la bourre. Ils n'ont pas le temps de finir. Moi, ils me fatiguent. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord que ça aide d'un certain côté. Mais c'est important d'avoir toute cette éducation au niveau de la cuisine, même si on veut pas en faire son métier. Je pars du principe qu'on va se nourrir quand même. Tous les jours. Ouais. Donc c'est hyper important qu'on l'apprenne en fait quelque part. Et les émissions de cuisine, en fait, pour ceux qui veulent devenir chef de cuisine, on leur montre que c'est quand même simple, facile, quoi. Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Ouais. Et derrière les caméras de prod, il y a quand même beaucoup de chefs doublures qui sont là pour que ça aille bien, quoi. Nicolas, pour revenir sur notre thématique des protéines végétales, est-ce que c'est plus compliqué à cuisiner? Est-ce que ça suppose une cuisine différente? On vient d'entendre Pascal qui utilisait une terminologie assez pointue. Est-ce que les protéines végétales qu'on redécouvre et qu'on met en avant là par des manifestations comme celle-ci, est-ce que c'est plus compliqué à cuisiner? C'est plus technique ou pas forcément? Comme le disait Pascal, il faut connaître le produit. À partir du moment où on connaît le produit, on s'adapte et on arrive à le transformer de la façon dont on veut le transformer. Il n'y a pas de plus compliqué. C'est simplement s'intéresser au produit,
s'intéresser à la qualité de son produit, connaître son produit. Et quand on a la chance, comme Pascal, d'avoir son producteur avec lui, c'est vrai que les choses sont beaucoup plus simples pour appréhender et connaître le produit. Ouais. Richard Ramos, député de la Nation. Je disais tout à l'heure en introduction que vous étiez un fervent défenseur de la cuisine française et du patrimoine français, la baguette, le camembert. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on consacre une journée complète, Open Agri-Food, aux protéines végétales? J'ai le sentiment, quand Florence Duprat m'a dit tout à l'heure, m'a dit l'autre jour, on va parler de la protéine végétale, je me suis dit, waouh, on prend un virage. Il se passe quelque chose. Tout d'un coup, on découvre des nouveaux produits. D'ailleurs, on l'a vu, hein, tout le monde ne connaît pas ces protéines végétales. Alors, tout d'abord, manger, c'est depuis que l'homme est là, on mange. Et on a toujours mangé de façon différente. L'homme, il a commencé par manger des produits sauvages. C'est-à-dire, il allait à la chasse, il faisait des cueillettes. Et après, il s'est sédentarisé. Et on a commencé autour des villages, et le bord de Loire, c'est un exemple, on fait qu'on a mangé différemment. Et donc, la protéine végétale, c'est le vivant, mais c'est le vivant de notre alimentation. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas opposer des alimentations, mais moi, j'ai 3 filles, 30 ans, 25 ans et 18 ans. La dernière, j'ai beaucoup cuisiné dans ma vie, j'ai beaucoup été dans les cuisines avec des chefs. Eh bien, ma dernière fille qui est végétarienne, il a fallu que je refasse différemment. Et en plus, j'ai 2 jeunes Marocains qui vivent chez moi, donc qui sont musulmans. Donc avant, moi, je croyais que la table, ça rassemblait. Aujourd'hui, quand j'attaque le vendredi soir pour dire ce que je fais à la maison, pour mes camarades musulmans, il y en a un qui est chez Eugène et qui est maintenant chez Bruno Cordier, meilleur ouvrier de France, et l'autre, il est chez Dior. Je me dis, mais oui, ça devient compliqué. En fait, ce n'est pas que c'est compliqué sur le végétal. C'est que ça change notre façon de travailler. D'abord, les chefs, il y a à peu près 20 ans, les grands chefs avaient utilisé la basse température. J'entends la basse température. Voilà, aujourd'hui, tout le monde peut cuisiner avec de la basse température. Je ne fais pas de pub. Chez Jiffy, ils font un truc à basse température. Ça vaut 39 €. On a son truc, on met sous vide. On va chez Jiffy, on achète son truc à 39 €. Puis on se prend pour un chef. Mais ça veut dire que chez soi, c'est l'histoire de l'alimentation. Et le végétal, de toute façon, on aura une alimentation qui, par rapport à ce qu'on faisait, sera davantage végétale. Quand notre ami producteur fait de la lentille, la lentille, ça va très très bien. Par exemple, quand on veut faire un hamburger végétal, ça se compacte assez bien. Et donc, on arrive à faire des choses formidables avec ça. Moi, personnellement, je préfère manger moins de viande, mais quand je fais un hamburger, je préfère manger un hamburger avec de la viande. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. Je pense que également dans la cantine, puisque c'était aussi le thème, quand on met du végétal, on peut légèrement diminuer les coûts à la semaine à la cantine. Et donc ça veut dire que là où dans la cantine, on importe encore quasiment 60% de bœuf de l'étranger, on va pouvoir acheter du bœuf un peu plus cher, français et en proximité. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est le rééquilibrage de ça. Moi, et vous parlez du végétal, là c'est le parlementaire qui vous parle. On aura de plus en plus d'interrogations. On nous demande, la question du moment au Parlement, c'est ce qu'on avait fait en appelant steak végétal. Est-ce qu'on doit laisser le mot steak à quelque chose qui est végétal? Est-ce que le mot lardon, qui venait du mot lard, on doit l'appeler lard végétal? Et donc, c'est ce qu'on vient nous voir. Moi, au Parlement, on vient me voir, les start-up du végétal, elles viennent me voir en disant est-ce qu'on pourrait enlever ce nom-là? Et puis les producteurs de viande, ils viennent me voir en me disant mais non, le mot steak, c'est dans l'imaginaire de la viande. Donc, ils n'ont qu'à aller sur un autre périmètre qui est le leur. Mais en tout cas, moi, ma certitude, c'est que de toute façon, dans le rééquilibrage des choses, eh bien, on aura plus de végétal. Et je pense que, finalement, quoi qu'il arrive, le consommateur, avant, je le dis souvent, on était de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a demandé au monde paysan de produire avec la fourche, après-guerre, des grandes quantités et à pas cher. Les paysans, ils ont tenu, donc ils ont produit. Aujourd'hui, on est passé de la fourche à la fourchette, de la fourchette à la fourche. Ça veut dire que c'est le consommateur qui déterminera les productions. C'est nouveau, ça nous paraît évident, mais ce n'est pas évident du tout. L'après-guerre, c'est une production agricole qui nourrit la France. Aujourd'hui, nos jeunes notamment, vous parliez des 20 ans, c'est eux qui vont déterminer
ce qu'ils vont manger. Et ce qu'ils vont manger, quoi qu'on fasse, on a fait une confusion très souvent entre le bio et le sens. Moi, je suis un défenseur du sens. Ça veut dire que je pense que quand je mange un territoire, je mange un homme et une femme qui a fabriqué un produit, je mange une histoire, je mange une géographie, on y mange ici du silure, alors que chez lui, on va manger autre chose. Et donc, on raconte quelque chose. Et on a confondu dans le bio le sens. Le bio était un élément du sens, parce que c'était un mot un peu magique. Mais là où on remet du sens, c'est-à-dire notamment le fait de travailler en localité, de trouver entre ce que je mange et celui qui le produit, non pas un rien, un grand vide, et de temps en temps la grande distribution, a été ce gouffre entre celui qui produisait et celui qui consommait. C'est-à-dire que les gamins achetaient du lait et peut-être qu'ils pensaient que ça sortait du robinet, parce qu'ils n'avaient jamais vu une ferme. Et donc ça veut dire que finalement, je pense que dans ce monde qui est en pleine mutation, regardez à la FNAC et partout, depuis 5 ans, les livres qui se vendent le mieux, c'est les livres sur le bien-être personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est en quête de sens. Et ce que l'on mange, ce n'est pas que mettre des calories entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Sinon, il y a bien longtemps que des industriels auraient inventé une petite pilule à bouffer. C'est parce que c'est autre chose. C'est du partage, c'est une histoire, c'est une géographie. Et je pense que l'histoire du végétal, c'est dans cette alimentation vivante de la caverne où on allait juste chasser et cueillir, on n'y échappera pas. Et donc moi, je pense qu'à l'Open Agri-Food, j'ai envie de dire, c'est repenser finalement, on doit savoir d'où on vient. Moi, j'aime bien la blanquette de veau. Par exemple, j'en ai fait une ce week-end. Alors, je monte la crème, c'est pour cuisiner que je dis ça. Moi, je monte la crème au lieu de la mettre directement parce que je trouve qu'à le dernier moment, c'est mieux dans ma blanquette. Si vous voulez être en odeur de sainteté avec le président, il faut parler du petit salé aux lentilles. Oui, il y a le petit, il y a le petit salé aux lentilles. Alors, nous, on a quand même les Antilles du Berry, quand même. On est quand même obligé d'être un peu des régionalistes, bien évidemment, mais on le voit bien. Et je le dis aussi, la loi doit permettre de fabriquer la société comme les chefs la fabriquent, comme les agriculteurs la fabriquent. Et quand on a fait la loi Egalim, c'est pas parfait la loi Egalim, il y a plein d'emmerdes partout. Ça, on est d'accord. Mais en attendant, on a dit dans les cantines scolaires, 50%, ce sera des produits, soit des produits d'appellation, des produits bio et des produits en circuit court. La définition d'un circuit court, normalement, ce n'est pas le nombre de kilomètres, c'est le nombre d'intermédiaires. Un seul intermédiaire. Mais j'estime qu'à 90 km, on y est bien. Et donc, ce qu'on a fait dans la loi Egalim, ça a permis aussi à des producteurs de trouver des marchés localement, notamment dans les cantines scolaires. Merci Richard Ramos. Il m'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je dois dire? Ne vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. Philippe Noyau, quand vous entendez ce discours-là, finalement, c'est vrai que la loi ne fait pas tout, elle y participe, et la loi Egalim a effectivement participé. Est-ce que ces choses-là, vous, en tant que président de Chambre d'agriculture, est-ce que ça a changé des choses dans la façon de travailler des agriculteurs? Vous avez noté vraiment déjà un changement ou finalement pas encore de vraies répercussions? Non, mais on a toujours plus ou moins fait des légumineuses, sauf que c'était la rentabilité qui posait problème. Donc, vous l'avez vu dans les graphiques ce matin, donc on fait beaucoup moins de légumineuses qu'avant, puisqu'on n'a pas les variétés adaptées. Il y a un changement climatique qui fait que les fleurs écoulent. En fait, il n'y a pas de boost, quoi. Ouais. Donc, à nous, maintenant, c'est pour ça qu'on travaille avec notre association de légumineuses à graines. On travaille pour adapter les meilleures variétés. Donc, dans chaque région, on va faire des essais avec les variétés existantes et dans le même temps, on a besoin de recherche, donc pour rechercher avec des nouvelles variétés qui pourront supporter plutôt moins d'eau et en même temps qui pourront supporter la chaleur. Donc là, ça veut dire que la recherche et le développement, vous êtes complètement avec. On a la Green Tech Valley ici, avec une escouade de chercheurs et de scientifiques qui s'intéressent à ces choses-là. Voilà, donc les chambres d'agriculture ont des échanges réguliers avec les chercheurs, bien sûr, avec l'INRA, avec les instituts. Donc on a besoin de tous travailler ensemble pour arriver à résoudre cette problématique. Dans le même temps, on a le sol, ça a été dit toute la journée, hein, le sol a besoin, le sol et le climat, hein, parce que le sol a besoin donc de ces légumineuses
on produit de l'azote avec 0. Hein, donc c'est assez important de les mettre entre deux cultures, de produire quand on a le débouché de la graine, de produire, et en même temps une captation de CO2 qui est gigantesque. Donc là, quand on a encore des couverts qui font 1 mètre de haut en plein tout, qui sont verts, parce que malheureusement il fait encore chaud et ils auraient dû déjà geler, mais bon, on est encore en captation de carbone. Donc les enjeux sont très importants, très forts. Donc pour résoudre ces problématiques, pour éviter de faire toujours du colza, du blé et de l'orge, donc on a besoin de résoudre ces problèmes-là et on a besoin d'être rémunéré. Alors il y a des niches. Pour l'instant, si tout le monde se met à faire de la lentille, c'est sûr que le marché il va être écroulé complètement. Donc là, c'est bien votre cas, enfin ton cas, en agriculture, on peut se tutoyer. C'est bien ton cas, tu produis localement, pour une consommation locale. Si vous êtes plusieurs agriculteurs à le faire, à un moment, ça va être compliqué. Donc c'est le cas du bio d'ailleurs, où on s'est mis à peut-être aller un petit peu vite et il y a effectivement plus de production que de consommation. Donc à nous d'aller chercher justement ces prestataires, c'est le bout de la chaîne qui dit maintenant j'ai besoin de ça. Alors il faut aussi cuisiner. Donc c'est important parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour l'instant, c'est compliqué de consommer des légumineuses. On l'a dit, hein, à part des chefs qui vont nous faire ça bien. Si ce n'est pas pré-cuisiné, alors peut-être qu'il faut inventer un maillon de la chaîne qui pourrait transformer en partie pour qu'il n'y ait plus qu'à la dernière phase à faire pour arriver à manger ça plus facilement. Par contre, de là, et ça a été dit tout à l'heure par toi, Richard, le steak, ça faut absolument changer la loi. On ne peut pas appeler un steak quand c'est les protéines végétales. Moi, c'est pas possible. Pareil pour la saucisse, c'est pas possible. Donc là, il y a besoin de réglementer. On sait qu'il y a eu des allers-retours, mais là, il faut résoudre le problème. Bon, voilà qui est dit. J'avais juste un petit truc à dire par rapport à une petite erreur sur une diapo ce matin, par rapport au chiffre d'affaires ou la rentabilité du blé et du pois. Il y a une erreur au moins d'un zéro. Ça fait oui. Au moins d'un zéro. Donc le revenu pour un hectare de blé moyen, c'était 3 000 € l'hectare. C'est 200 €, d'accord. Le revenu moyen, c'est 200 € par hectare. Et pour un pois, il faut enlever un zéro aussi. Alors tout dépend de mode de commercialisation. Vous divisez par 10 carrément. Oui. Ah oui, donc là, il y avait grosse erreur sur le slide. Il y avait une erreur d'un zéro à chaque. Donc, non, mais c'est quand même pour remettre les choses. Alors, malheureusement, vous avez bien raison. Personne de parti, mais c'est pour rétablir la réalité des choses. La vraie vie, c'est quand même ça. Parfait. Sinon, c'est inconcevable. Merci. C'est même pas le chiffre d'affaires. Merci de l'avoir fait. D'accord. Yann, j'avais juste une question à propos de recherche et développement, et on a dit qu'il fallait développer un certain nombre de choses. Je suis un très grand spécialiste de la lentille, vous allez le comprendre. Il y a combien de sortes de lentilles ? Parce qu'il y en a des vertes, il y en a des noires, il y en a des brunes, il y en a tout plein. Est-ce que vous avez déjà étudié, puisque c'était un peu l'objet aussi de cette idée de rentabilité, de trouver son marché, est-ce que vous avez étudié plusieurs types de lentilles? Il y en a qui poussent plus vite, mieux, qui sont plus résistantes, moins résistantes. Vous essayez plusieurs choses ou vous avez pris une voie dont vous êtes sûr aujourd'hui? Pour le moment, je suis parti sur la lentille verte. Et à l'avenir, oui, je compte essayer d'autres choses. Différentes lentilles et voir d'autres productions aussi. Vous avez une idée du nombre de... Il y a des semenciers qui viennent vous voir et qui vous proposent des choses? Oui, pour pas citer. Chez nous, c'est les COP Océalia qui développent pas mal de choses. Et qu'est-ce qui fait que vous allez tenter plutôt une qu'une autre? C'est quoi? C'est votre terrain? C'est l'endroit où vous êtes? C'est le terroir. Ouais, c'est le terroir. D'accord. Il y en a, vous savez que ça ne poussera pas chez vous, ou en tout cas pas bien? Ça. On essaye plusieurs choses, ça marche pas, on arrête, on recommence d'autres choses. Donc à chaque fois, il y a quand même une prise de risque, parce que quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, c'est autant d'hectares de perdus. Tout à fait. Et on parle de protéines, produire de la protéine. Aujourd'hui, ce qui va certainement mettre un frein au niveau des agriculteurs de produire, c'est le revenu économique. Oui, bien sûr. Mais on est tous pareil, toutes les entreprises ont vocation à gagner de l'argent, on n'est pas là pour en perdre. Donc forcément, il y a un moment où il faut que... Olivier, vous avez pris le micro. C'est pour l'utiliser? Oui. Non. Richard, lui, n'a pas pris je le micro, mais je voulais rebondir sur le steak végétal, l'histoire de... Allez-y. En fait, il y a un truc qui est très très important dans l'éducation alimentaire. Moi, je suis vraiment un combattant là-dessus. C'est qu'il y a une chose qui est très importante de comprendre au niveau des enfants, c'est qu'il ne faut jamais mentir sur un produit. Donc il vaut mieux lui donner un nom, peu importe, mais lui donner un nom et différencier des choses. Par exemple, si on parle des choux, on va changer un peu de légumes, mais parce que c'est à la pleine saison, il y a plusieurs sortes de choux, chou-fleur, chou romanesco, brocoli, chou de Bruxelles, ainsi de suite. On ne peut pas s'amuser à changer les noms ou à les masquer dans
dans la nourriture, par exemple, si on veut les faire apprécier à les enfants, on ne fait pas un feuilleté avec un chou dedans. Et au niveau des appellations, moi je trouve que c'est hyper important de faire la différence. Et c'est vrai que dans le conscient des personnes, le steak, c'est quand même très viande. Et ça serait intéressant, justement, pour ne jamais opposer, et ce que vous disiez tout à l'heure, continuer un petit peu à ne pas être dans cette opposition animale-végétale, trouver des noms. Et franchement, pour moi qui fais de l'éducation alimentaire dans les écoles depuis maintenant 10 ans, ben c'est très important de venir voir un enfant en disant, voilà, ça c'est un steak, ça c'est un palais végétal, un galet végétal, une préparation végétale que tu peux mettre dans ton burger et tout ça. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce que l'enfant va assimiler et c'est ce qui va lui un jour aussi transmettre. Oui, donc, si un jour il s'aperçoit qu'on l'a trompé, il ne va pas aimer du tout. Et en plus, il ne va pas y revenir. Donc de toute façon, c'est cause perdue. Richard, 2 minutes. Sur le prix, parce que c'est important. Déjà, dans les écoles notamment, il faut qu'on arrête de parler du menu à 1 €. Ça n'existe pas. C'est le reste à charge qui est à 1 €. Il faut qu'on arrête de faire croire qu'on peut manger pour rien. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, il y a à peu près 20 ans, un ménage dépensait 20% de ses revenus à manger. Aujourd'hui, on est à 11%. Parce qu'avant, même quand on était dans des familles humbles, eh bien, quand on mangeait des produits sur lesquels au départ, comme la viande, on n'avait pas accès, ça veut dire qu'on faisait partie finalement du monde de celui qui était la classe supérieure par notre alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation n'est quasiment plus un vecteur de différenciation sociale. Ce qui fait la différenciation sociale, c'est mon iPhone, c'est mes baskets customisées et c'est mes fringues. Et donc, tant qu'on ne remet pas l'alimentation comme un vrai facteur social, et donc ça, c'est très important. Et autrefois, les riches mangeaient de la viande et les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, les bobos parisiens mangent des légumes et les pauvres mangent de la mauvaise protéine. Et donc là aussi, tout ça, ça a évolué. Et donc le prix, c'est très, très important. Et puis pour revenir sur la cuisine, moi j'ai, pendant 17 ans, fait des journaux pour enfants, pendant 17 ans, Feuilles de chou, qui tiraient entre 600 000 et 1 million d'exemplaires par mois. Donc j'ai, comme toi, un peu arpenté les cantines. J'ai une conviction aujourd'hui, et c'est ce que tu fais. Les enfants, il faut arrêter de leur expliquer ce qu'il faut qu'ils mangent. En fait, on a pris goût à manger parce qu'on a vu une tata, une mamie, une maman faire. Et donc, dans l'apprentissage, dans le cognitif, dans le rapport à ce qu'on mange, c'est en faisant. Je rappelle qu'au Japon, toutes les classes font la cuisine, débarrassent la table, passent le coup de balai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette les classes de cuisine dans l'école. Et regardez même comment, dans la point de vue de l'urbanisme, quand on construit un collège, un lycée ou une école scolaire, élémentaire ou maternelle, on planque la cuisine. C'est-à-dire que quand on est dans le milieu scolaire, la cuisine, elle est toujours au fin fond du truc et on ne voit pas justement celle qui fait finalement avec ceux qui mangent. Alors qu'aujourd'hui, regardez les chefs, ils ont mis beaucoup la cuisine au milieu du restaurant. Et donc là aussi, il faudra demander à nos architectes de repenser le temps scolaire, le temps du repas, comme un temps auquel on ne cache pas au fin fond du laboratoire et que finalement, comment on veut que celles qui fabriquent, les parents, puissent donner du goût aux enfants si eux-mêmes, ils dénigrent déjà par avance ce qui va être mangé. Mais j'assure que, tu l'as dit, tout ce qui est les lentilles, les choux, etc., quand c'est fait et c'est bien vendu aux enfants, les gamins aiment ça. La soupe, par exemple, marche très bien dans les écoles. Et donc, tout ça, c'est vraiment une éducation au goût. Et je l'espère également, je le dis, qu'on aura, pour des produits industriels, parce qu'il y a des produits industriels qui sont des raccourcis. Je demandais un jour à Michel Brasse, c'est quoi un bon cuisinier? Il m'a répondu, c'est quelqu'un qui ne prend pas les raccourcis. Et ça m'a beaucoup marqué, cette affaire-là. Finalement, de temps en temps, l'industrie, elle fait des raccourcis. Elle nous permet, l'industrie, de prendre de temps en temps des produits qui peuvent être très bons et qui font des raccourcis. Et donc, il faudra qu'on trouve, dans cette gestion du temps à manger, des produits industriels auxquels on les obligera à une naturalité, mais qui nous feront gagner du temps pour que peut-être, notamment le week-end, on retrouve le week-end, là on a peut-être un peu plus de temps, la volonté de cuisiner, parce qu'on aura gagné du temps à côté avec des industriels qui, eux, auront enlevé, je l'espère, dans 20 ans, tous les additifs de l'ensemble de ce qu'ils produisent. Merci Richard pour ces convictions. Emmanuel, pardon, oui. Je voudrais juste dire une petite réflexion et qu'on a partagée avec Eurotalk, car Eurotalk existe depuis 30 ans
Depuis 30 ans, on explique que le bon et beau produit et le produit de saisonnalité, il doit être là 30 ans. Vous imaginez un peu. Je vous donne un exemple, la tomate. Pourquoi on la voit n'importe quand? La tomate, on est en train de la travailler à Bruxelles, 1er mai, pas de tomate avant. Elle ne doit pas être là. Une tomate ne se met pas au frigo. Une tomate, si elle est bonne, elle ne se met pas au frigo. On met ses fleurs de sel, le poivre. On parle de légumineux. Tout le monde a cette peur de cet effet gaz à un moment donné. Ben, si on travaille sur la carminative, sur les épices, la cardamone, le cumin, on évite ces effets gaz. Et c'est là qu'on va peut-être travailler ces produits autrement. Car il y a une peur de travailler ces produits-là. Ah ouais, tiens, ça va me donner des gaz. Ben, pourquoi je vais l'utiliser? Ben non, je ne vais pas éviter des gens si je fais ça. Ben non, il y a des systèmes qui font éviter ça. Et je pense qu'il faut aller dans cette connaissance. Et la connaissance, elle est là, on l'a, mais il faut qu'on la partage comme on est en train de faire là avec d'autres acteurs. Et les acteurs, c'est important. Ça, c'est le bon sens cuisinier. Il y a le bon sens paysan et le bon sens cuisinier. Merci pour cette précision. Emmanuel, on arrive au terme de cette journée de l'Open Agri-Food. Non, mais faites pas la gueule parce que j'ai dit on arrive au terme. Alors tout d'un coup, il y a le visage qui se ferme. C'était chouette. On a vu un amphithéâtre plein, des ateliers pleins, beaucoup de gens qui ont parlé de plein de choses dans tous les sens. Il y a des gens qui prenaient des notes. Moi, j'ai vu une espèce de ruche en permanence depuis ce matin 8h. Grand bonheur. Oui, bah écoutez, effectivement, c'est, je pense, une journée réussie. On verra avec les commentaires un petit peu plus tard. D'abord, moi, je voudrais dire merci. Merci à tous les intervenants. Merci aux gens qui étaient présents. Merci à la qualité des échanges. Merci effectivement à tout ce qui nous est livré, où on a cette dernière petite table ronde qui effectivement amène beaucoup de sens en fait finalement au travail qu'on a mené bien en amont, que ce soit les producteurs, que ce soit même l'amont des producteurs, que ce soit effectivement les transformateurs, les distributeurs. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut sortir d'un débat, je dirais, d'entreprise pour passer à des débats de société avec un grand S, et que ça, c'est effectivement le fruit du collectif et du collaboratif, travailler ensemble, faire vibrer, en fait, finalement, quand j'entends monsieur qui cultive ses lentilles et qui derrière a des gens qui les utilisent, moi, ça me fait vibrer, parce que je dis, au fait, il y a une concrétisation dans le travail que je mène et une utilisation qui est effectivement extrêmement valorisante. Donc, je crois que c'est... Alors là, on a parlé des protéines végétales, mais en fait, finalement, je me dis que c'est applicable à toute notre alimentation. Et Richard l'a très bien dit, l'enjeu aujourd'hui, au travers de ce qui peut être mené, c'est finalement comment on passe, en fait, finalement, tous ces messages. J'ai parlé tout à l'heure, en guise d'introduction, de Xavier Belin. Et Xavier, quand Xavier est parti, moi, il m'a laissé deux choses. Il m'a laissé, d'une part, on est de passage, et d'autre part, les organisations ne nous appartiennent pas. Et je trouve que c'est un bon résumé, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on est de passage, donc on doit transmettre. On doit transmettre notre savoir, notre culture, nos convictions au travers de ce qu'il y a. Et puis les organisations ne nous appartiennent pas parce que finalement, on n'est pas propriétaire ni de l'Open Agri-Food, ni des terres, ni de la transformation, ni des gens qui sont à l'intérieur. Donc voilà, je crois que c'est un peu le résumé aujourd'hui de tout ce qui est en train de se jouer. Je réclamais ce matin un plan Marshall de notre alimentation parce que je pense que notre alimentation est en grand danger. Elle est en grand danger sur son approvisionnement, elle est en grand danger sur les territoires, elle est en grand danger sur la qualité de ce que l'on peut fournir. Et c'est à nous, en fait, finalement, de ne pas accepter. Je crois que c'est Barbara, une fois, qui avait dit, quand on parlait des décrets, des différents décrets, il y a les décrets 3R, entre autres, elle disait, il y en a un quatrième de R, c'est refuser, en fait. Et je pense qu'on a un devoir, en tant qu'adulte, en tant que jeune, en tant que de refuser certaines choses qu'on veut nous imposer aujourd'hui dans notre alimentation. Et par contre, on a le devoir aussi de faire travailler la science, les nouvelles technologies, l'histoire aussi et la tradition, parce que c'est ça la tradition de notre gastronomie, pour effectivement tracer en fait l'alimentation de demain. Et puis la dernière chose en guise de conclusion, n'oublions jamais le plaisir. Parce que cette gastronomie à la française, c'est avant tout le plaisir. On est les seuls, je pense, parmi les seuls au monde, et on essaye de communiquer ça, parmi les seuls au monde, au travers de ce qui peut se faire, à faire effectivement des instants de consommation
qui sont avant tout des instants de moments sociaux, que ce soit le matin au petit déjeuner avec nos enfants, où c'est avant tout un moment social, que ce soit avec des copains quand on fait un apéro ou quand on fait des choses, que ce soit un bon repas qu'on va faire avec des amis ou des connaissances. C'est un moment et c'est un moment de plaisir. L'alimentation est chez nous un plaisir et conservons ça malgré ce qu'on veut nous imposer, parce que sans ça on consommera des carottes et de l'eau claire et on aura l'impression d'avoir bien mangé. En tout cas, je ne sais pas si on vivra plus vieux, mais ça va nous paraître beaucoup plus long. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction au travers de ça. Et je voudrais pour finir quand même remercier une grande dame, parce que c'est elle qui est quand même à l'origine de beaucoup de choses qui se sont passées. Ça, c'est Florence. Hein, donc je ne sais pas où elle est. Là, donc, Florence, elle est là-haut. Florence, venez nous retrouver. Elle est là-haut et on peut l'applaudir. Venez là, Florence. Voilà, parce que... Alors, Florence, Simon qui est là aussi, enfin toute l'équipe effectivement qui a œuvré. Et je peux vous garantir que quand on est sur des sujets comme ceux-là, les débats des fois sont un petit peu animés. Voilà, et donc un grand merci à Florence. J'aurais juste une question à Florence, et c'est Florence qui va conclure d'ailleurs. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais plus, que c'est à l'occasion d'une discussion avec vous que l'idée des protéines végétales serait venue. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, j'en parlais avec Florence, et le sujet des protéines végétales est arrivé. Et tiens, il semblerait que ce soit c'est en parlant avec Philippe de Lego que mais oui, c'est Philippe qui disait ça tout à l'heure. Important. Non, juste, merci à tous d'être venus. On vous donne rendez-vous pour un autre grand rendez-vous, à la fois de l'Open Agri-Food, mais aussi d'Eurotalk, des enfants cuisine, des journées parlementaires et de Richard Ramos, prochainement au SIA. Le 28 février à 18 h, nous conduirons à un grand débat citoyen sur l'éducation à l'alimentation. On y conviera les 3 ministres qui sont concernés. Et donc, on a besoin de vous pour que vous veniez dire à tous que vous avez envie que l'éducation à l'alimentation soit inscrite dans les programmes scolaires de façon définitive. Merci. Voilà un message bien passé.